Voilà, je vous remercie de cette présentation élogieuse. C'est effectivement la seconde fois, donc je suis récidiviste, mais pas incorrigible, et vous comprendrez pourquoi. C'est très important si je ne veux pas aller au gibet. Alors, voilà, bon, merci beaucoup donc, de cette présentation. Merci à vous, le public, d'être là. Ce qui a été dit vous prouve que j'aime bien vulgariser aussi ce que je recherche, et ce qui est parfois très difficile à faire comprendre d'ailleurs, parce que les terrains sur lesquels je suis sont à la fois, on pense qu'on les connaît, et en fait, il faut sans cesse déconstruire l'image qu'on a de ce Moyen-Âge, que l'on prétend violent, et d'une violence exacerbée, sans limite, en serré dans la vengeance, ce qui n'est pas faux, mais la vengeance est très codée en fait. Et je vais vous montrer, je l'espère, que la violence, effectivement, est à la fois codée et encadrée par la justice. En effet, sur ce Moyen-Âge, nous avons un certain nombre de lieux communs, d'idées stéréotypées, et surtout sur la criminalité et sur sa répression. Dans votre imaginaire, je pense, comme dans celui de beaucoup d'autres de nos contemporains, ce Moyen-Âge est un temps de violence et de barbarie, violence des nobles, mais aussi grossièreté des petites gens, paysans et petits artisans, qui, une grossièreté et une violence qui les incitent à se battre entre eux. Ça, c'est une première idée. La seconde, c'est que la répression des crimes est aussi l'objet de nombreux fantasmes. On imagine facilement la justice médiévale à l'aune de la torture, et surtout à l'aune de celle de l'enfer, hein, qui effectivement hante les hommes et les femmes du Moyen-Âge. Alors, merci beaucoup à M. Zibulicki d'avoir repris cette image qui était très floue, parce que moi je l'ai piquée sur Internet évidemment, mais elle est remise là bien propre. Et voilà comment on imagine hein, l'enfer à l'époque médiévale, puisque là c'est le pèlerinage de l'âme de Guillaume de Digulville, un moine, qui raconte l'histoire de celui qui est arrivé jusqu'en enfer, qui a fait le voyage, le pèlerinage de l'âme jusqu'en enfer, et voilà ce qu'il y a vu. Or, c'est pas du tout comme ça qu'est la justice, hein, puisque les envieux, vous voyez, sont punis par où ils ont péché, et en fait, on ne voit jamais des pendaisons de ce genre à l'époque qui nous intéresse. Alors, on la voit aussi à l'aune bien sûr, des hérétiques, hein, et de la peine de feu qui a été appliquée aux Templiers. On la voit à l'aune, du gibet de Montfaucon, en pensant que les pendaisons sont extrêmement fréquentes, et vous voyez ce gibet, peint ici par Fouquet, et qui est, alors c'est très intéressant parce que Fouquet, on est au milieu du XVe siècle, et le gibet de Montfaucon, au moment où peint Fouquet, est pratiquement en ruine. On a d'ailleurs érigé le gibet de Montigny pour compenser. Vous voyez? Donc qu'est-ce que c'est là? Vous avez l'idéal, hein, la justice idéale, telle qu'elle est définie par Fouquet, qui, pour magnifier tout simplement la personne du roi, hein, du roi justicier, et quand on compte les piliers, eh bien on s'aperçoit que le gibet de Montfaucon n'a jamais eu, de toute façon, autant de piliers à son actif, si j'ose dire. Donc vous voyez, une justice qu'il faut déconstruire sans cesse dans les images, mais pas seulement dans les images. Alors, je vais essayer de vous montrer justement dans quelles conditions se développe la violence, d'abord, hein, pour comprendre. Est-elle débridée ou sans code? De quelle façon les conflits sont-ils résolus? Et quels criminels et quels crimes sont finalement sanctionnés? Cette justice est-elle efficace ou bien ne l'est-elle pas? Et quelle place y occupe en particulier la peine de mort, qui est effectivement le dernier point sur lequel je me suis arrêté dans mes recherches, pour le moment en tout cas. D'abord donc l'enchaînement de la violence. Eh bien, la première question est de savoir comment on connaît la violence. Qu'est-ce que c'est que les archives judiciaires? Qu'est-ce qu'on a pour traiter de la violence? Alors, on a des récits, des chroniques, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elles racontent? Elles racontent toujours la même chose, c'est-à-dire
des crimes parfaitement stéréotypés qui sont essentiellement des crimes politiques. Si vous lisez le journal d'un bourgeois de Paris, entre 1409 et 1449, grosso modo, vous avez 107 condamnations à mort pour qui? Pour des criminels politiques. Est-ce que c'est ça, la violence ordinaire? La réponse est bien sûr non. Donc il faut se méfier des chroniques qui ne racontent rien de ce qu'est la violence quotidienne, normale, celle du voisin qui va tuer l'autre pour des raisons, pour des motifs d'honneur sur lesquels je vais revenir. Donc on a un grand hiatus, si vous voulez, entre ces récits de chroniques et la réalité que nous cernons par ailleurs dans les archives. Quelles archives? Eh bien ce sont les archives des tribunaux, qui sont essentiellement les tribunaux royaux. J'ai travaillé surtout sur la justice royale. Les tribunaux royaux, mais pas seulement, il y a aussi des tribunaux urbains, quelques tribunaux seigneuriaux, qui ont conservé des archives. Et c'est le moment où effectivement ces tribunaux se mettent en place à partir du XIIIe siècle, avec le développement de la procédure romano-canonique, la procédure d'enquête, qui permet et qui oblige à un procès écrit, voyez, donc la conservation des archives. Mais ne rêvons pas, ne rêvons pas. Ces archives sont éminemment parcellaires, des petits bouts à droite et à gauche. Et je vais vous raconter le petit épisode qui est quand même le plus drôle que je connaisse dans les archives judiciaires, c'est celui du petit registre d'écrou de 1412. Qu'est-ce que c'est qu'un registre d'écrou? C'est le registre sur lequel on indique qui entre en prison et qui en sort. Et à quel moment? Écroué, hein, d'accord? Bon. Et le Châtelet de Paris, qui est quand même le grand tribunal royal, ou le tribunal royal par excellence, dont vous voyez ici une représentation de l'époque moderne, hein, du XVIIIe siècle, une gravure, mais on n'a pas d'autre chose, puisque tout ça a été détruit, il a été détruit. Donc ce Châtelet, qui est le siège de la prévôté de Paris, le prévôt de Paris étant l'équivalent d'un bailli ou d'un sénéchal, et ayant puissance, depuis 1389, de repérer tous les criminels et d'incarcérer éventuellement tous les criminels à l'intérieur du royaume, dans l'ensemble du royaume. C'est le grand réformateur. Bon. Donc, on pourrait penser qu'on a des archives continues, suivies. La procédure qui est appliquée est une procédure écrite, selon les normes définies depuis le début du XIIIe siècle, grâce en particulier à la papauté et à Innocent III. Je ne rentre pas dans le détail. Qu'est-ce qu'on dit? De quoi dispose-t-on au Châtelet? Eh bien, on dispose d'un registre d'écrou miraculeusement conservé pour la période 1488-1489, et puis d'un autre registre qui est un apax, c'est-à-dire un registre tout à fait exceptionnel, 1389-1392, où le clerc du Châtelet a été chargé de recenser les cas mémorables, en quelque sorte, qui étaient arrivés pendant cette période, qui est celle, d'ailleurs, pour ceux qui ont un petit peu fait d'histoire médiévale, des marmousets, c'est-à-dire des grands réformateurs du royaume. Assez adeptes de la peine de mort, il faut bien le dire. Apax, registre d'écrou. On trouve, mais j'ai eu la chance de publier d'autres morceaux d'un registre d'écrou datant de 1412, et je vous raconte son histoire. Nous sommes aux États-Unis, pas triste, hein, pour retrouver les archives. Nous sommes aux États-Unis et un jeune homme travaille dans un atelier de reliure. Ce jeune homme avisé, curieux d'esprit, trouve dans la poubelle un parchemin, le prend, le regarde et se dit « Ah tiens, ça c'est intéressant ». Il y a quand même plus de 100 cas répertoriés, 127 très exactement, autant que dans le registre d'Apax dont je vous ai parlé. Mais c'est tout tronçonné. C'était effectivement un registre d'écrou, celui de 1412, du Châtelet, qui avait été revendu, probablement par le prévôt de l'époque, ou ses acolytes, pour constituer un plat de reliure, réutilisé donc, hein, comme plat de reliure et défait au moment où effectivement l'ouvrage a été relié aux États-Unis. Vous comprenez pourquoi c'était aux États-Unis. J'ai eu la chance de le publier,
ceux qui s'intéressent, c'est un article que j'ai publié dans la bibliothèque de l'école des chartes, la BEC, où vous avez tout le détail du registre. Je l'ai publié ça avec Alfred Soman, en particulier, grand spécialiste des registres d'écrou du XVIe siècle, parce qu'au XVIe siècle, on a conservé les registres d'écrou. Ils sont souvent sur papier, beaucoup moins de valeur, vous comprenez? Donc on les a gardés, et puis peut-être que l'attachement à la justice aux archives judiciaires était différent déjà. Donc on a très peu d'archives, elles sont disparates, elles sont en morceaux, sauf deux grandes séries. C'est la même chose pour les justices urbaines. Hein. On a des morceaux. Voilà. Les justices générales, je n'en parle pas. Hein. C'est encore pire. Donc, deux grandes séries seulement qui émergent. Les registres du Parlement de Paris, qui sont une série continue depuis la fondation du Parlement par Saint-Louis. Ce qu'on appelle les premiers registres, qu'on appelle les Olim, dans le dernier quart du XIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française. Ce sont des registres magnifiques, qui sont essentiellement d'ailleurs consacrés au civil, à la justice civile, et pas au pénal. Parce que ce qui intéresse les gens du Moyen-Âge, ce sont d'abord les biens, et en particulier les nobles, hein, pour leur héritage, leur tutelle, etc. Et les contestations de juridiction. Donc peu au pénal, mais en série continue. C'est ça qui est important. Alors il y a quelques trous, mais pas beaucoup. Et paradoxalement, ces registres au pénal avaient été très peu étudiés, très peu étudiés avant que je mette le nez dedans. Et puis la deuxième série, c'est la série des lettres de grâce du roi de France, une série de ce qu'on appelle les lettres de rémission, qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat d'État, dont vous avez parlé tout à l'heure, dont la première est émise en 1304, et qui dure jusqu'à la Révolution française. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on appelle la justice retenue du roi, c'est-à-dire la justice qu'il exerce en principe lui-même, les lettres étant conservées à la chancellerie et scellées par la chancellerie. Ce sont des petites histoires qui racontent les crimes et la façon dont le roi les a graciés. Ces lettres de grâce arrêtent le cours de la justice et permettent la réhabilitation du coupable qui est remis par le roi à, je cite, sa fama, sa renommée, virgule, au pays, donc il retourne là où il habitait, et à ses biens non confisqués, c'est-à-dire que la confiscation qui avait été faite lors de son jugement, éventuellement, est levée, et le roi impose à tous ses officiers d'obéir à son ordre de gracier. Alors, ces lettres de rémission sont conservées actuellement aux Archives nationales, au Trésor des chartes, comme d'ailleurs les registres du Parlement. Hein, la galerie du Parlement, ça fait partie des trésors, si vous voulez, des Archives nationales. Et les lettres de rémission, elles, font partie de ce qu'on appelle le Trésor des chartes, et elles sont effectivement au cœur même des archives anciennes. Alors quels sont les résultats de ces archives? Eh bien les résultats des archives, c'est que ce qui prédomine comme délit, comme crime, c'est la rixe homicide. C'est la rixe homicide qui, partout, la plus importante, le vol étant relativement faible dans les textes, faible importance donc du crime contre les biens, qui font à peu près 15 à 20% seulement, si on veut essayer de compter. Vous voyez? Bon, grosso modo, à la louche, hein. Voilà. Bon. Par les lettres de rémission, ça varie entre 15 et 20%. 20% dans les grandes villes, où le vol est un tout petit peu plus actif, et puis beaucoup moins dans le monde rural. Le vol a un statut très complexe, et en particulier, il peut être très facilement excusable en cas d'extrême nécessité. Je dis toujours que la jeune femme qui a été arrêtée au supermarché parce qu'elle voulait nourrir ses enfants en volant, vous vous souvenez, peut-être il y a quelques années, n'aurait jamais été condamnée au Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle le vol en cas d'extrême nécessité, défini d'ailleurs par le décret de Gratien, donc le décret de droit canonique.
En revanche, ce qui prédomine, ce sont les attaques corporelles qui fournissent jusqu'à 80% des cas dans certaines justices seigneuriales et partout, toujours, plus de la moitié des cas. Et dans les séries, qu'il s'agisse des séries royales du Parlement ou des lettres de rémission. Pour le règne de Charles VI, j'ai fait le comptage exact, c'est 57%, puisque j'ai travaillé sur du quantitatif. Toutes les couches de la société sont embarquées dans cette violence. Et ça, c'est la deuxième réflexion. Toutes les couches de la société, et pas seulement les nobles. Il s'agit de la population ordinaire, dont les membres s'agressent entre eux, en général dans le même niveau de couche sociale, c'est-à-dire valet contre valet, tisserand contre tisserand, dans le même métier, vous voyez, tisserand contre tisserand, laboureur contre laboureur, vous voyez. On est donc une certaine uniformité, si vous voulez, entre les belligérants. Et, troisième remarque, cette violence, elle a lieu entre gens de connaissance. Ces gens-là se connaissent. Et je voudrais insister sur l'importance justement des réseaux de solidarité, parenté, alliance, le sang restant l'élément essentiel des guerres familiales, qui ensanglantent par exemple la ville de Douai au XIIe, XIIIe siècle. Importance aussi du voisinage, y compris dans les grandes villes, soi-disant anonymes. Quand je trouve un homicide, ce sont en général, par exemple dans la rue Fromentel, ce sont en général des voisins qui se connaissent depuis longtemps et qui ont une haine mortelle, connue de tous, ce qui fait que très rapidement, l'agresseur, on le devine, est tout trouvé. Je pourrais vous citer un autre exemple d'une femme, Marguerite de Bruges, qui avait un contentieux avec Colin le rôtisseur, que tout le monde connaissait. Pourquoi? Parce que elle et son mari avaient une dette envers lui, et il les pressait de rembourser. Donc elle a conçu une certaine haine, les voisins sont parfaitement au courant, elle finit par le faire tuer par des tueurs à gages, cette fois-ci, c'est pas elle qui y met les mains, et immédiatement, évidemment, la scène se passe au Châtelet, dans ce fameux registre dont je vous parlais tout à l'heure, l'Apax, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on interroge tous les voisins qui racontent comment, finalement, cette haine mortelle avait pris corps. Personne n'est étonné. Donc, une violence à l'intérieur des réseaux de solidarité, autrement dit, chaque individu a autour de lui ce qu'on appelle des bienveillants, ceux qui l'aident, et puis des malveillants, ceux qui le haïssent. La haine étant un facteur important de la relation sociale. Cette violence, je vous ai parlé de Marguerite de Bruges exprès, mais vous voyez tout de suite qu'elle a fait appel à des tueurs à gages. Cette violence est par essence masculine. Pratiquement dans les lettres de rémission, plus de 90% des intervenants, de ceux qui tuent, si vous voulez, sont des hommes. Et ils tuent d'autres hommes. Les femmes, bien sûr, ne sont pas absentes. Parce qu'elles sont un enjeu. Elles constituent un enjeu, elles sont parfois à l'origine du conflit, mais la violence est vite confisquée par les hommes. Je dirais qu'elle se conjugue au masculin. Alors, évidemment, c'est le paradoxe. Je vous l'ai dit tout à l'heure à propos du bourgeois de Paris et des chroniqueurs, en général. Cette violence-là, qui est celle du pavé de la rue, les chroniqueurs n'en parlent que très peu. Très très peu. Alors que les chiffres que je vous donne montrent quand même qu'elle existe. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que ce sont des populations ordinaires. Ce qui intéresse, ce sont les grands personnages. C'est une violence banale, celle-là. Alors la seule violence qui intéresse les gens du Moyen-Âge, c'est celle qui est rapportée par la Bible. Alors voilà le Parlement, que vous voyez ici avec la tour Bombec qui existe toujours,
Hein, vous voyez, tout à fait à droite, là, la tour Bombec. Alors c'est amusant, parce que la tour Bombec, si un jour vous rentrez dans ce palais, ça vaut la peine d'être vu quand même. La tour Bombec, elle est très près de la cour de cassation, qui elle n'est pas du tout médiévale, hein, dans sa décoration, bien sûr, son existence est dans sa décoration. Mais la tour Bombec, c'est là où quand il y a des grandes conférences à la cour de cassation, des conférences à la justice, on va prendre un pot à la tour Bombec après. Et chaque fois, je me dis, ben voilà, c'est le lieu où effectivement il y avait des incarcérations à partir du XVe siècle. C'était devenu la prison du Parlement et on pouvait éventuellement y torturer quelques individus. Alors voilà un vol, vous voyez, un vol qui est raconté en images, hein, d'après les manuscrits de traité moral du Sinoudi au début du XIVe siècle. Mais vous voyez bien que tout de suite, on vous montre que le voleur, ils ont volé un port et puis ils se sont disputés et ensuite du coup on les a rattrapés et du coup ben voilà, on les emmène au gibet. Bon, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais tout de suite l'image qui est faite et qui déforme, hein, la réalité des archives judiciaires. Alors ce qui intéresse en fait ces hommes et ces femmes du Moyen-Âge, c'est uniquement la fondation de la violence, hein, c'est-à-dire la Bible. Caïn et Abel, que vous voyez représenté ici dans cette magnifique Caïn meurtrier, hein, dans ce livre d'heures, qui est vers 1480, qui a quand même une facture un peu archaïque, hein, dans sa, voilà, mais qui est tout à fait significative de la façon dont on imagine, si vous voulez, la violence. Alors, la violence entre frères, qui est absolument abominable, est extrêmement rare, très rare, parce qu'en général, votre frère fait partie de vos bienveillants, et pas de vos malveillants. Vous voyez? Bon, surtout dans les populations en général. Après, c'est celui-là, c'est ça. Alors, ce qui intéresse aussi, c'est le meurtre du noble, et en voilà un parfait exemple, qui est celui du 23 novembre 1407, c'est le duc d'Orléans, tué sur des tueurs à gages sur ordre de Jean sans peur, du duc de Bourgogne, qui est le début vraiment de la guerre civile qui va ensanglanter le royaume de France, jusqu'à la paix d'Arras en 1435. Hein. Donc on a, et qui est suivi en 1419 par le meurtre du duc d'Orléans, qui est finalement la vengeance, hein, de ce meurtre-là, entre autres, et vous voyez que ce qui intéresse, c'est cela. Et si vous regardez de près, vous voyez que, bon, alors il y a là, effectivement, c'est assez réaliste parce que la cervelle du duc est sur le pavé, c'est ce que racontent d'ailleurs les chroniqueurs, hein, et ses poignets sont coupés parce qu'il est considéré comme un traître. Voilà ce qui intéresse. Ça, c'est l'homicide qui est en fait une vengeance qui reste vive parce que la vengeance est derrière toute cette justice, toute cette société médiévale dont je parle. Pourtant, quand on... Alors, là, vous voyez, on a du sang, on a tout ce qu'il faut, là. Hein. Hein, c'est formidable. Pourtant, je voudrais essayer de vous montrer que c'est pas si simple. La violence obéit en effet à des codes. Elle obéit à des codes, d'abord parce qu'elle ne naît pas ex nihilo. Il n'y a pas de vengeance gratuite à l'époque qui nous intéresse. Elle naît d'abord de l'injure. Soit une injure de parole, soit une injure en acte, c'est-à-dire des gestes. Froisser le verre, c'est-à-dire finalement, c'est joli comme expression. Je vous incite à ne pas froisser votre verre, sinon vous allez mettre votre liquide par terre. Froisser le verre, ça veut dire effectivement le jeter. Froisser le verre. Donc ne pas boire correctement avec son comparse. Retirer sa main en absence de salut. Heurter l'épaule au lieu de saluer. Et surtout, ôter le chaperon de son adversaire, injure suprême, incite à démentir, une riposte. Le chaperon est une injure très grave, parce que le chaperon entoure le visage,
couvre les cheveux de la femme, et c'est, si vous voulez, la partie visible de la pudeur. Tant qu'au chaperon masculin, il est sexué, et par conséquent, l'ôter, c'est, d'une certaine façon, faire atteinte au sexe de l'individu. Couper le nez, c'est une injure, plus qu'une injure, c'est un geste criminel, injurieux, parce que, effectivement, le nez est la répartie du sexe. Donc il y a des injures qui sont particulièrement graves, et en parole, de la même façon, les injures sexuelles, qui sont les plus importantes, sont, comment dire, doivent être l'objet de riposte. Si vous êtes traité de putain, de bâtard, de coups, c'est-à-dire cocu, vous êtes parfaitement injurié. On peut retrouver aussi d'autres formes, comme comparaison à des animaux, matin, par exemple, ou des formes politiques. Si par exemple, pendant la guerre de 100 ans, vous être traité de faux sanglant anglais, je pense qu'il va falloir riposter pour dire, sinon, faux traître anglais, c'est encore pire, hein, faux traître anglais, ça fait partie des injures qui entraînent éventuellement l'homicide. Mais tout cela n'est rien si vous ne faites pas tout cela en public. L'injure doit être publique pour être grave. Et je vais vous donner un exemple. Un homme dans un petit village du bailliage de Senlis, c'est bien dit, un petit village, le bailliage de Senlis, choisit d'injurier une femme mariée car il a envie d'obtenir ses faveurs. Et il la traite de nuit dans les rues de son petit village, donc de putain lordière. Ce qui voudrait dire, putain lordière, ça veut dire putain de vraiment très bas étage. Il n'arrive pas, il n'y a aucun résultat. Elle ne cède pas. Alors il choisit de répéter l'injure à Compiègne, donc près du village en question, 2 jours, à la fois où il rencontre les habitants de ce petit village en grand nombre qui connaissent cette femme. À ce moment-là, les frères de la jeune femme vengent l'honneur de leur sœur en le diffamant. Il est tué dans les rues de la ville. Autrement dit, vous voyez, l'espace public sert à structurer la violence, tout simplement, selon les règles nécessaires du démenti. Car le démenti est nécessaire. Il est nécessaire pour rétablir l'honneur, tout simplement. L'injure initiale est en fait quoi? Un défi. L'injure initiale est un défi à la manière de celui que se jettent les nobles, hein, avant le combat. Eh bien, c'est la même chose chez les hommes. Il faut riposter, et cette riposte est indispensable pour 2 raisons. D'abord parce que les mots, à cette époque, ont une force créatrice. Si je vous dis que vous êtes fils de putain, et si vous ne démentez pas cet honneur blessé, votre mère risque d'être considérée comme une putain. Il faut par conséquent riposter d'abord en disant « Tu as menti par ta sanglante gorge ». Intéressant comme expression. Les mots sortent de la gorge parce qu'ils viennent de l'être intérieur qui s'extériorise par ces mots-là, justement. Et cet état est irréversible s'il n'est pas vengé. Alors, cet honneur, c'est ce que j'appelle la renommée, hein, avec les médiévaux d'ailleurs, c'est une renommée fragile, vous le voyez, puisque finalement c'est un état qui ne se définit que par les yeux des autres. Hein. Tu n'es que ce que les autres pensent que tu es. Réfléchissez à cela pour notre propre liberté. Alors la renommée, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce que pense, et là je cite Beaumanoir, Philippe de Beaumanoir, les coutumes de Beaubaisis, c'est ce que pense une grande plantée de gens, dit-il.
ou ce qui est notoirement accommode, paroisse, de foire ou de marché. Donc une insertion dans un pays de connaissance qui est évidemment redoutable, hein, puisque cette renommée est fragile, surtout pour les êtres les plus faibles, hein, les plus au bas de la société, c'est quand même quelque chose qui est effectivement très comment dire, difficile à comprendre, mais en même temps très pernicieux. Alors, ça va trop vite, je retourne en arrière. Donc c'est pas une société lisse, vous voyez, cette société médiévale. Il y a des antagonismes, des haineux contre des bienveillants, je le dis, et elle obéit à des codes, mais vous comprenez aussi bien que la violence n'est pas non plus illimitée. Elle n'est pas illimitée. Alors, quelle régulation maintenant? Et c'est la deuxième partie dans la résolution des conflits. Eh bien d'abord, il y a... Alors là, c'est terrible, parce que l'historien se heurte, pour comprendre la résolution des conflits, à ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité. Le chiffre noir existe de nos jours, mais à côté de celui du Moyen-Âge, il est infime de l'autre. Au Moyen-Âge, c'est énorme, énorme le chiffre noir. Je suis incapable de vous dire dans quelle proportion, si vous voulez, il y a effectivement des résolutions de conflits en dehors des tribunaux. Hein. Alors bien sûr, je vous l'ai dit, les sources judiciaires ne sont pas très bien tenues, mais aussi on a un sous-encadrement administratif. Très peu de sergents. Hein, très peu de sergents. Donc les résolutions aussi hors du tribunal n'ont pas forcément, bien sûr, donné lieu à un acte écrit. Donc pas d'archives. Donc pas d'archives. Quand un crime est commis, alors il y a un rituel, surtout quand c'est un homicide, comme je viens de le dire, il y a un rituel très simple, c'est la fuite. La fuite. Et on vous dira, et ils diront quand ils demandent une lettre de rémission, que c'est parce qu'ils avaient peur de la rigueur de justice. Pas du tout. Enfin, un peu peut-être. N'exagérons rien quand même. Mais c'est surtout parce qu'ils cherchent un lieu d'asile. Le criminel cherche un lieu d'asile où il va pouvoir être tranquille, hors juridiction, laïque, c'est-à-dire une église, un monastère, qui l'accueille. Pourquoi faire? Pour sauver sa peau? Oui, d'une certaine façon. Mais surtout pour permettre à sa parenté de venir négocier la paix entre les parties. Et ce que je vous dis, on le sait parce qu'on voit très bien dans certaines archives ces lieux d'asile occupés par les parents, hein, qui discutent, aussi bien dans le nord du royaume que, par exemple, à Marseille, étudié par l'un de mes collègues américains qui est professeur à Harvard, Daniel Smale, qui a très bien montré, si vous voulez, que finalement, il y avait l'importance de ces lieux d'asile qui sont des lieux de négociation entre les parties. Et là, on négocie la paix. On négocie la paix et ça explique effectivement le droit d'asile. On peut aussi recourir à des arbitres. Alors, des scènes ritualisées, bien sûr. Alors ça, comment est-ce qu'on les connaît? Eh bien, on les connaît en général quand l'arbitrage, justement, a échoué. Eh bien oui, si l'arbitrage échoue, on vous raconte ce qui a précédé le crime final. Donc, on vous dit que, voilà, on avait bien essayé de négocier la paix, qu'on s'était pris comme ça et comme ça, mais que ça n'a pas marché. Voilà. Donc, alors, qui sont ces arbitres? Ben, ça peut être le tavernier, le curé, un moine. Ça peut être aussi des gens de justice qui quittent leur robe, y compris d'ailleurs les juges du Parlement, pour devenir arbitres. Et on a au Parlement de Paris toute une série, on appelle les accords, série reconstituée, très intéressante, sur laquelle personne, ou pratiquement, je crois qu'en dehors du chapitre que j'ai écrit là-dessus, pas grand monde qui travaille sur ces accords du Parlement qui sont pourtant passionnants. Il y a encore plein de choses à faire, hein. Il faudrait plusieurs vies. Et donc, ils quittent leurs habits de juge pour finalement arbitrer
tout simplement, les conflits sur des crimes qui sont importants du crime politique, comme par exemple une sauvegarde royale enfreinte, un viol. Voilà. Alors, même si, évidemment, depuis le début du XIVe siècle, il est interdit normalement de transiger pour les crimes de sang. Et puis on voit aussi des notaires. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, je reviens en arrière, ça va pas du tout. Voilà. L'homicide négocié devant notaire. Vous n'allez pas tout lire parce que c'est compliqué, mais faites-moi confiance. Faites-moi confiance. En fait, on est, regardez la date, en 1437. Le notaire qui rédige cet acte est un notaire royal. Interdiction de transiger pour les crimes de sang. Que fait-il? Il inscrit noir sur blanc comment deux familles ont composé à la suite d'un meurtre. Magnifique. Magnifique. Alors, il se tient, regardez à la fin, il se tint et tient entièrement pour content, satisfait et payé, et agréé par devant le dit notaire des dessus nommés. Autrement dit, il a reçu, les coupables ont donné, versé une somme d'argent devant le notaire pour en quelque sorte réparer l'homicide qui avait été commis. On est en 1437. On n'est pas au début du XIVe siècle. Hein. Bon. On recourt donc à des notaires, on recourt aussi au serment. Alors vous savez que le serment a à la période médiévale une importance très forte. Le serment, c'est la foi, jurée devant Dieu, bien sûr. Et les villes se servent de ces serments pour faire promettre à des parties qui sont en haine de ne pas s'agresser. Elles ont commencé à s'agresser, bon, il n'y a pas eu de mort d'homme, hein, ou même s'il y a eu mort d'homme, entre les familles, on demande un assurement, ce qu'on appelle un assurement, A2SEUREMENT, un assurement, c'est-à-dire la promesse de ne plus, un pacte de non-agression, si vous voulez, mais prêté par serment. Alors, évidemment, les historiens du droit, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, même si je travaille beaucoup avec eux, vous diront que c'est pas possible au XIVe et XVe siècle. Mais si, bien sûr que si, j'en ai retrouvé plein, y compris au Parlement de Paris, où il y a des assurements prêtés selon la coutume de France, sous l'égide des juges du Parlement, qui sont quand même le tribunal supérieur de tout le royaume. Donc un assurement qui est voulu par, aussi bien accepté, si vous voulez, par le roi, et cela au moins jusqu'à la fin du XVe siècle. Je ne vais pas pousser plus loin, mais je suis persuadé qu'il y en a même encore à la suite, au XVIe siècle. Alors, donc des accords qui vous montrent que, dans ces conditions, l'État ne peut pas, enfin, l'État, l'ordre public, ou le roi, plus exactement, n'a pas le monopole de la violence. Vous le voyez bien. Hein? Et il l'a d'autant moins que la vengeance continue à être exercée de façon constante. Donc, la vengeance est le deuxième aspect, si vous voulez, de la résolution des conflits. Hors de la justice publique, transaction et vengeance, la vengeance, qui est un acte privé, hein, et qui ne concerne pas seulement les nobles, je répète. Les non-nobles exercent la vengeance, comme on le voit très bien dans les lettres de rémission. Hein. Et là, je vais vous donner un exemple, en 1415, dans le bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier, donc on est en Auvergne, hein, Thévenin Maillot, laboureur, demande des explications à Jean Lison, qui vient de le battre, et qui a déjà poursuivi son père en justice. Et Jean Lison lui dit, et lui répond ceci, que encore était-il prêt de le faire, c'est-à-dire de le battre, et de le battre encore, et de fait défia le dit suppliant en disant que par le sang Dieu il les détruirait.
une vengeance viscérale, interne, en quelque sorte, d'une famille contre une autre. Et là, je vais vous montrer un autre exemple, qui est celui de ma lettre de rémission préférée. Oh. Je me trompe tout le temps, voilà. De ma lettre de rémission préférée, qui est celle du 22 décembre 1381, qui est très emblématique de ce que sont les lettres de rémission pour homicide, commis pour l'honneur. Nous sommes à Bussy, Bussy-sur-Aisne. voilà, dans l'Aisne, voilà, dans le bailliage de Vermandois. Une jeune fille est l'objet d'injures de la part d'un dénommé Longuepense, sans dit long, hein, Simon Charton dit Longuepense, qui demeure au même lieu, en face de chez elle. Elle est servante, très importante, bas de l'échelle sociale. Et il la traite de putain. Plusieurs fois. Putain ribaude. Donc il l'injurie plusieurs fois. Regardez le texte, présente plusieurs personnes, donc en public. Et avec ça, battu de fait. C'est-à-dire qu'en plus, il y a eu des gestes injurieux, il l'a battue. Pour qu'elle lui cède. Qu'est-ce qu'il cherche? À en faire réellement une putain. C'est un souteneur, hein, c'est clair. Elle a 2 frères, Girard et Lambin. Au départ, ils n'interviennent pas, parce qu'ils sont les confrères, ils appartiennent à la même confrérie que les enfants de Longuepense, et ils ont prêté serment de paix. Alors, ils disent gentiment qu'il faut cesser d'injurier leur dite sœur. Conséquence, comme il a continué, elle risque d'être moult reculée de mariage. Vous voyez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure? Elle est devenue putain aux yeux des autres. Continuons. Alors, après, bien sûr, ils finissent par intervenir, d'où la bagarre. Alors la bagarre, c'est moins intéressant, si vous voulez, parce qu'il y a des coups, des oignons, tout ce que vous voulez. Et finalement, il y en a un des deux. « Eh, Lambin frère, je suis mort !» dit-il, vous voyez, au départ. Et l'autre, qui sont bienveillants, intervient. Et le dit Lambin lui répondit « Frère, tiens-toi bien !» Et ils se jetèrent, forts les uns contre les autres, tant que le dit Longuepense fut blessé d'un coup seulement, en la cuisse. Et en laquelle nuit, il alla de vie à trépassement. Bon, forcément, c'est une lettre de grâce, donc on ne va pas raconter peut-être exactement tout ce qui s'est passé. De toute façon, il est mort aussi parce qu'il était de mauvais gouvernement, dit le texte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont partis, regardez. Et ils sont partis, c'est exactement le résumé de tout ce que je viens de vous dire, d'où en rigueur de justice, hein, quand même, parce qu'ils ont peur d'être pris, se sont mis en lieu sain, droit de l'asile, ils sont appelés à ban, la justice intervient bien sûr quand même, et demeureraient, eux, leurs femmes et petits-enfants déserts et en fuite par étranges pays, si notre miséricorde ne leur était pas sur ce élargie. Si, comme ils disent, en nous humblement suppliant, etc., que considérer ce que dit est, que les dessus-dits ont fait paix et satisfaction avec les 2 fils du dit Longuepense et ses autres amis, attendus aussi, etc., qu'ils ont toujours été de bons et simples leur amoureux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés en lieu saint, ils ont fait paix avec les enfants de Longuepense et les amis, c'est-à-dire la parenté, mais ça suffit quand même pas, parce que la justice existe. Ah oui, c'est quand même ennuyeux. Hein? Donc, il faut qu'ils demandent tout simplement pour être une lettre de rémission, ce qu'il faut. Alors, décidément, voilà. Alors, ils ont toujours été de bonne renommée, donc ils vont l'obtenir, cette lettre de rémission. Et regardez, il a toujours été l'autre, homme buveur, gourmand et ivrogne, et de si mauvais gouvernement que toujours eut inconvénient. Voilà. Et donc, ils vont être pardonnés. Ils vont être pardonnés. Et le roi va leur accorder sa grâce. Ça veut dire quoi, accorder sa grâce? Ça veut dire d'abord reconnaître l'existence du beau fait. C'est un fait commis pour l'honneur, donc
le roi, lui, partage aussi ses valeurs. Vous voyez bien que tout est montré pour dire que finalement, ils ont bien fait, quelque part. Hein, puisque l'autre était, en plus, gourmand et ivrogne. Hein. Donc, il reconnaît le beau fait, il loue la violence, il loue le beau fait, par opposition au vilain cas, hein, qui supposerait une préméditation, une action vengeresse sans se référer au code de l'honneur, et bien sûr, l'emploi de tueurs à gages, ce qui ne le pas ici. Mais en émettant ces lettres de rémission, le roi est acteur aussi du pardon et de la paix. Et il devient, à la fin de la lettre, l'acteur principal de ce pardon et de cette paix. Il pardonne, et il pardonne immédiatement. Nous préférons, regardez l'expression, nous, ces choses considérées, au dicaro, quitté, remis et pardonné. Et dans notre titre royal et grâce spéciale, remettons, quittons et pardonnons, et les restituons à leur bonne femme, la fama, et renommée au pays et à leurs biens par le dit ban non confisqué, en imposant sur ce silence perpétuel à tous nos officiers. Vous ne trouvez pas que ce texte a comme une couleur de litanie religieuse, une liturgie religieuse? Nous quittons, nous pardonnons, etc. C'est-à-dire un rituel de pardon qui apparente le roi à un quasi-clerc donnant sa grâce. Comme Saint Pierre, si vous voulez, il délivre, comme l'ange, pardon, il délivre vous voyez, l'ange délivrant Saint Pierre de prison. C'est exactement cela qui est sous-jacent au texte que je vous explique. Il délivre ses sujets emprisonnés. D'ailleurs, certains, même quand il entre dans une ville pour la première fois, certains qui étaient bannis en fuite, etc., reviennent se mettre en prison pour que le roi les délivre. C'est très fréquent, ce qui crée avec les villes des dissensions formidables, évidemment, vous vous en doutez. Et il accorde donc la miséricorde et la paix. Et vous voyez bien que là, nous avons alors cette image d'un roi miséricordieux que vous voyez ici représenté en détail dans le retable du Parlement de Paris, qui est au-dessus des juges, quand ils jugent en ayant Dieu devant les yeux, eux-mêmes. Mais le roi lui-même, il détient la miséricorde. Et le détail que je montre ici, d'un roi qui a d'ailleurs les traits de Charles VII, hein, on est en 1450 à peu près, quand est peint ce retable, est accompagné de Saint Jean, qui est probablement Saint Jean-Baptiste et non pas Saint Jean l'Évangéliste, comme je l'ai dit à la dernière conférence, parce que depuis je suis revenu dessus, et qui tient l'agneau de Dieu, l'agneau de la miséricorde, et qui se réfère évidemment aussi au baptême. Hein. Donc, on a ici un roi justicier, si vous voulez, qui puise dans la miséricorde, et qui, la miséricorde, c'est une vertu qui est fille de Dieu. Hein. Elle est fille de Dieu, la miséricorde. Et cette fille de Dieu peut le conduire même jusqu'à énoncer des pèlerinages comme peine supplémentaire, hein, ce qui est le cas dans le texte que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, regardez la fin. Après, et qu'ils vont pour l'âme de longue panse aller en pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour. On est dans le nord, hein, jusqu'à Notre-Dame de Rocamadour, et rapporter des lettres de certification. Alors ça vous paraît peut-être anodin tout ça, mais c'est un pouvoir religieux extrême. C'est vraiment un quasi-clerc qui agit. Le pouvoir justicier du roi se développe en puisant dans la grâce, probablement plus que dans la coercition. Voilà. J'aime beaucoup ce détail. Je vous engage à aller voir ce retable, qui n'est pas un retable en fait. On l'appelle le retable parce qu'il est composé en 3 parties, vous voyez, mais c'est en fait un tableau
Il est au Louvre, un peu caché, assez sale. Il faut vraiment avoir envie de le voir. Mais qu'est-ce que c'est beau! D'autant que vous voyez au fond tout le paysage qui vous renvoie justement sur le palais du roi. Hein? Voilà. Alors, renforcement du roi, du pouvoir du roi justicier qui se fait aussi dans la justice retenue, comme on vient de le voir, hein, c'était ça, mais aussi au sein des tribunaux. Sous quelle forme? Les lettres de rémission ne sont pas les seuls à réparer l'honneur blessé. Les tribunaux donnent des peines qui sont justement des peines susceptibles de réparer cet honneur. Et je vais en citer quelques-unes, ne va pas être trop longue, mais quand même. Alors, d'abord la peine de dérision par excellence, qui est celle ici que je représente, qui est représentée dans les coutumes de Toulouse, qui est la punition de l'adultère, hein, où l'amant est tiré par son sexe dans les rues, et la femme, bien sûr, juste devant, qui le tire lui-même, avec un crieur et un sergent qui les encadre. Vous voyez, le crieur qui appelle le peuple pour que le peuple voit ce qui se passe. Scène de dérision, donc, peine infamante, scène de pilori aussi, qui sont évidemment la participation du peuple à ce que à la punition, si vous voulez, des coupables. Et puis, je voudrais insister sur une peine moins connue, peut-être. Ça, c'est connu, les scènes de dérision. Il y en a d'autres, hein. Il y a la hachée, qui est de se promener avec des poids sur les épaules. Voilà. Alors, une autre scène, qui est celle de l'amende honorable, beaucoup moins mise en avant par l'historiographie, et surtout considérée par les juristes comme une peine archaïque. Par les historiens du droit comme une peine archaïque. C'est une invention extraordinaire, très développée au Parlement de Paris, mais pas seulement, dans les tribunaux, pour réparer l'honneur blessé. L'amende honorable a existé sans doute, même s'il ne faut pas se focaliser sur les origines, avant la naissance des tribunaux. Elle est désormais utilisée, voilà la scène de l'amende honorable des bourgeois de Calais, devant Édouard III, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Vous voyez le pénitent, en chemise, sans chaperon, pieds nus, sans ceinture, qui se met à genoux devant la partie adverse et qui crie merci, c'est-à-dire pardon. D'accord? Bon. Et en voilà une autre, un peu moins sale que la dernière fois, qui est visible alors là au musée des Beaux-Arts. Et c'est une scène qui oppose justement les clercs de l'université aux représentants du prévôt de Paris qui avait indûment tué un clerc, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, puisque les clercs ne sont jugés que par leur propre justice. Il faut donc se mettre à genoux et crier merci. Ce qu'ils font là. Vous voyez? Ça n'est pas du tout une peine archaïque. Pourquoi? Parce que le Parlement de Paris, et en général les tribunaux royaux, vont tirer à eux la signification de cette scène, en disant tout simplement qu'il faut d'abord crier merci au roi, ensuite au juge, ensuite seulement à la partie lésée. Autrement dit, ils font basculer la scène, le délit privé vers un délit public. Le crime a offensé non pas la personne en face, d'abord, mais la res publica, c'est-à-dire, finalement, le bien commun du royaume, donc le roi. Alors au XVIe siècle, fin XVe, on arrive d'ailleurs à une autre hiérarchie encore, Dieu, le roi, les juges, la partie lésée. Cette scène se fait au sein du tribunal, mais aussi sur les lieux ensuite du délit. Et elle est conservée normalement sous la forme
d'un petit tableau, en voici un donc, en pierre dure, sculpté en pierre dure ou en cuivre, pour garder la mémoire de l'événement. Donc, on passe du merci au pardon royal, qui devient finalement une injure au roi, et on lutte contre l'oubli. C'est parfaitement adapté à une société de l'honneur et à la mutation de la justice qui se produit entre le XIIIe et le XVe siècle. Alors, on en vient au dernier point. Alors finalement, quelles peines sont appliquées? Sont réellement appliquées? Eh bien, vous avez bien compris d'abord qu'il y a une prépondérance de la négociation, et devrais-je ajouter des amendes. Parce que qui dit négociation dit aussi amende. Les amendes, c'est la peine la plus fréquente. Parce que l'amende honorable, elle est assortie d'une amende profitable, parfois élevée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité n'est pas du tout adaptée à la théorie judiciaire, qui raconte qu'en cas de vol, on doit être pendu. Rappelez-vous le Sinoudi que je vous ai montré tout à l'heure, où on voyait le vol, et les petits voleurs conduits immédiatement au gibet. Pas du tout comme ça, ça se passe. Pas du tout comme ça. Il doit y avoir, il y a bien plus de références bien plus de négociations que ne suggèrent les traités, théoriques. Alors, autrement dit, la justice va d'abord chercher la paix. C'est ça. Et pourtant, cette paix, elle est contradictoire avec une autre notion, qui est celle de la vérité. Est-ce qu'on peut maintenir la paix à tout prix si on cherche la vérité du crime? Et par conséquent, si on punit le criminel en cas de crime énorme? Dans une société où la vengeance existe et que le juge ne va pas être menacé. À Montpellier, le procureur du roi dit, en tapant sur la table, ça fait 200 ans que les gens d'honneur, donc qui ont suffisamment d'argent, n'ont jamais été poursuivis. Donc, est-ce que c'est compatible, vous voyez, tout cela, avec la recherche de la vérité? Or, la vérité, elle est de savoir, de passer par l'aveu, donc éventuellement de recourir à la torture. Mais, rassurez-vous tout de suite, la torture ne fait partie que de cas extrêmes d'une procédure judiciaire dite extraordinaire. Et les juges du Parlement y recourent de façon très parcimonieuse. Il y a un très bon livre qui est sorti de Faustine Aran sur la torture, justement, où elle montre qu'elle a beaucoup travaillé sur les archives du Parlement. Puis sa thèse avec moi, je connais très bien ce livre. Elle m'a très bien montré que finalement le Parlement régule autant qu'il le peut la torture, et critique la torture exercée par les premières instances. Alors on a donc très peu de recours à la torture. On négocie. On négocie et on négocie la peine au maximum, y compris au Parlement. Et là, je vous ai sorti ce texte de Blanche Overbruck que j'aime beaucoup. Blanche Overbruck, on est au milieu du XVe siècle, vous le voyez, 1449. Blanche Overbruck était mariée avec Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne. Elle a rencontré Pierre de Louvain, est tombée amoureuse de Pierre de Louvain, et réciproquement, et ils ont décidé, tous les deux, de vivre leur vie en tuant Guillaume de Flavy. Guillaume de Flavy meurt sous les coups, je pense, des hommes de main, mais j'en suis pas sûr, de Pierre de Louvain, et Blanche d'Overbruck obtient du roi une lettre de rémission, lettre de grâce, ce qui n'est pas du tout des héritiers
de Guillaume de Flavie. Il y avait un fils et des frères. D'où procès au Parlement. Procès sur la lettre. Cette lettre ne devrait pas exister. Ce crime est irrémissible, disent les juges. Alors, le procureur du roi prend la parole par le biais de son avocat Barbin. Et voilà ce qu'il dit. Alors, si, je ne vous ai pas tout dit encore. Guillaume de Flavie, c'est un capitaine du roi. Donc, attenter à la vie d'un capitaine de roi, c'est un crime de lèse-majesté, puisque c'est un officier royal. Donc, en cas de crime de lèse-majesté, c'est la décapitation. D'accord? Voilà. Et voilà le texte. Et c'est bien l'avocat du procureur du roi qui parle, c'est-à-dire l'équivalent du ministère public. Barbin pour le procureur du roi, récitation faite du contenu des informations faites en cette partie, et du procès en ex officio, et aussi des confessions de la dite Blanche, dit que le cas est très détestable, et requiert que la vérité en soit faite par la bouche de la dite Blanche. Et outre, dit que les dites lettres de rémission sont subreptices, obreptices, inciviles et déraisonnables, et n'y doit la cour obtempérer, et requiert que celle, nonobstant, la dite Blanche soit punie de punition corporelle et publique qu'il appartient selon le cas. C'est-à-dire, normalement, la décapitation. Vous voyez que le mot n'est pas prononcé. Mais quand même, c'est à ça qu'il fait allusion. Et comme criminel de crime de lèse-majesté. Ah oui. Et tous ces biens, meubles et immeubles, déclarés être confisqués. Si elle est condamnée à mort, c'est ce qui doit arriver. Et on continue. Au moins soit banni perpétuellement de ce royaume. Degré en dessous. Et c'est dit bien confisqué au roi et avec soi condamné envers le roi en 50... Alors, attendez. Et en 50 000 livres d'amende à prendre sur ses biens avant toute confiscation. Donc, une peine de bannissement avec une amende. Énorme. Continue. Elle ne doit pas être en habit de deuil, de veuve. Elle est indigne de les porter. Puis il requiert. Alors on est passé du bannissement cette fois-ci à quoi? À ce qu'elle soit reléguée dans un monastère. Hein? Mise en une religion au pain et à l'eau. Donc reléguée dans un monastère, punie en quelque sorte comme un clerc qui est de la prison perpétuelle, et il soit défendu de jamais se marier, car elle en est indigne. Et qu'elle soit en outre condamnée à faire amende honorable, autre degré, en cotte et nu-pied, tenant en sa main une torche, ardon de 20 livres, etc. Puis ensuite, elle doit faire pour l'âme du trépassé des services en l'église ou les enterrer, des services qui tiennent du flamboyant. Hein. C'est vraiment la religion flamboyante. Hein. Et puis, regardez, dire 1000 messes, c'est du délire. Et donner au monde de 8 deniers parisis à chacun pauvre qui y viendra. Vous imaginez? Bon. C'est complètement délirant. Complètement délirant. C'est-à-dire que vous avez un discours qui pousse le bouchon jusqu'au bout pour pouvoir finalement reculer, hein, et finalement arriver à une amende certainement beaucoup plus raisonnable. Pour la petite histoire, l'ange de Verbroek s'est marié 3 fois. Et par conséquent, tout cela n'a été que discours. Hein, que discours. Alors, finalement, vous voyez, on en arrive à l'idée que les peines sont négociées, la prison est extrêmement rapide. Là, je n'ai pas le temps de vous commenter cet écrou qui justement appartient au petit registre de 1400. Je ne vais pas regarder l'heure, je pense que... donc, au petit écrou de 1412, vous voyez. Et donc, il y a là une prison extrêmement rapide. Et donc, on en arrive, si vous voulez, à l'idée que, finalement, les peines capitales sont rares et exemplaires. En voici une, qui est celle d'Enguerrand de Marigny, qui a été condamné comme traître. Vous voyez qu'il a les poignets coupés, comme l'avait d'ailleurs tout à l'heure Louis d'Orléans. Elles sont donc rares et exemplaires. Vous voyez qu'elles ont lieu en public,
que le public est associé au crime, pardon, pas au crime, à la pendaison, à la sanction. Et voilà l'exemple type d'une peine de mort avec le crieur, le gibet, le sergent à masque, vous voyez juste, qui emmène le prisonnier et qui est effectivement la forme extrême, hein, de la sanction, mais je le répète, rare, parce que très souvent la peine est négociée en amont avant d'être effectuée, quand il s'agit des hommes d'honneur, de gens qui ont pignon sur rue et qui peuvent effectivement payer les amendes nécessaires. Les crimes politiques font l'exception. Je vous l'ai dit à propos du bourgeois de Paris tout à l'heure. Ici, vous avez l'exemple d'une décapitation qui doit être une sanction et qui est très intéressante parce qu'elle a lieu contre des nobles. C'est dire signe que le roi a pris en main les nobles à partir surtout du règne de Philippe VI de Valois, et les avatars de la guerre de 100 ans lui ont donné l'occasion effectivement de bien de s'en prendre effectivement aux nobles. Donc les nobles entrent dans la condamnation à mort, mais là aussi c'est exceptionnel. Il ne faut pas se fier à ces images qui sont une goutte d'eau, si vous voulez, parmi toutes les sanctions que peut donner le roi, qui peut très bien d'ailleurs donner des lettres de rémission au plus parfait des traîtres, comme ça a été le cas même sous Louis XI. Alors, les criminels, alors, quels sont-ils, en dehors de ces nobles? Qui va sur le gibet? Eh bien, si vous m'avez bien suivi, c'est logique. Tous ceux qui ne peuvent pas être vengés, tous ceux qui ne sont pas capables de payer une amende, ou de négocier une amende, tous ceux qui, effectivement, sont aussi des récidivistes, incorrigibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être améliorés jusqu'au bout dans cette justice médiévale, marquée par le sceau de Dieu, effectivement. On pense que l'homme, jusqu'à la dernière minute, peut être sauvé. C'est saint Augustin. C'est saint Augustin qui est derrière tout ça. Et il y a, vis-à-vis de la peine de mort, une méfiance des juges qui ne jugent, je le répète, qu'en ayant Dieu devant les yeux, d'où le retable du Parlement de Paris, qui ont peur de condamner un innocent, le premier innocent condamné étant évidemment le Christ, condamné à mauvais escient, et qui ont l'image du bon larron, celui qui, au moment où le Christ est sur la croix, se repent. Et le Christ lui dit, tu seras avant moi dans le royaume des cieux. Il y a donc, si vous voulez, là, par opposition au mauvais larron, qui lui persévère dans le mal. Donc celui qui est pendu, celui qui subit la peine de mort, c'est le mauvais larron. C'est le mauvais larron qui, dès l'enfance, a des fréquentations mauvaises. Fréquente les prostituées, les tavernes, joue au dé, induit les petits-enfants à faire le mal, comme il l'a fait lui-même. Prédestination? Non. Il faut lire saint Thomas. Jusqu'au bout. L'homme est libre de choisir le bien ou le mal. Donc, la prédestination, c'est pas tout à fait cela, mais il y a effectivement, aux yeux des juges, des hommes, plus que des femmes, parce qu'elles sont très minoritaires, qui naissent pour faire le mal. Ce sont ceux que les glossateurs d'Aristote appellent les banoses. Les banoses. Nicole Orem, grand théologien du XIVe siècle, dit
finalement en s'inspirant d'Aristote, l'homme est fait pour la société civile. Il y a deux exceptions. Les saints et les brutes. Les saints parce qu'ils peuvent vivre seuls, de façon exemplaire. Les brutes parce qu'elles sont vouées au mal. Ce sont les banauses. Et ceux-là, effectivement, peuvent terminer au gibet. Et ce sont ceux-là que dans la Pax du registre du Châtelet dont je vous parlais en commençant, qui sont recensés pour aller effectivement au gibet. Et le clerc criminel qui a rédigé le registre conclut chaque camp en disant « Et il n'avait aucun bien ». Et l'un d'entre eux, qui me sert d'exemple dans mon livre, dans mon dernier livre, comme un enfant, est ajouté qu'il était digne de mourir, comme inutile au monde. Une société extrêmement dure, violente, c'est certain. Une violence qui s'explique, parce que les valeurs ne sont pas les nôtres, ce sont celles de l'honneur, mais une violence aussi qui s'abat sur finalement les plus faibles, dans une société aussi où la hiérarchie sociale est considérablement mise en valeur et assez rigide. Je vous remercie. Ben oui, parce que le roi promet, il est sacré le roi, et lors du sac, il promet l'assistance aux veuves. Donc on a des veuves qui peuvent être pauvres, l'aide de rémission coûte de l'argent, mais pas beaucoup. Donc elles peuvent, si elles ont suffisamment d'entre-gens, quand même, pour arriver jusqu'à la requête du roi, elles peuvent être graciées. Bon, moyennant quoi, le statut de veuve est un statut fragile. Et que, pour le coup, le dénommé Longue Pense aurait peut-être eu raison de la veuve en question si la jeune fille avait été dans ce cas. Vous voyez? Donc la situation des veuves est très complexe, très difficile à cerner, parce qu'elles sont défendues juridiquement, hein, le statut de veuve existe, elles sont protégées, mais de fait, elles sont fragiles. Alors, le duel judiciaire, j'en ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Il y en a un quand même très important qui a lieu en 1386 à Paris, c'est celui de Carouge et de Legris. On en trouve encore dans le Nord au XVe siècle, à la fin du XVe siècle encore. Le duel judiciaire, c'est un peu particulier, c'est une forme de règlement des conflits qui relève de l'ordalie. Et les ordalies, en principe, ont été condamnés par le Concile de Latran IV en 1215. Donc normalement, le duel judiciaire ne devrait plus exister. Or, le duel judiciaire de Carouge et Legris, en 1386, le roi y assiste. Très intéressant quand même, hein? Bon. Et celui de la fin du XVe siècle, je ne sais plus si c'est dans quelle ville du Nord ça se situe, mais c'est dans le duché de Bourgogne, le duc de Bourgogne est présent. Donc, et on est à la fin du XVe siècle. Donc le duel judiciaire, c'est effectivement la main de Dieu qui décide. C'est la voix de Dieu qui décide qui est coupable et qui ne l'est pas. Hein? Donc c'est un mode de régulation qui relève de la procédure accusatoire, hein? C'est-à-dire que finalement ce ne sont pas des juges qui jugent, mais c'est Dieu qui décide. Donc c'est un système ordalique. Et en principe, il est interdit, mais il peut subsister. Et j'en vois au Parlement, je vois des nobles qui demandent à ce qu'il y ait un duel judiciaire au lieu d'être mis en procès. Vous voyez? Et parfois, les juges du Parlement obtempèrent. Donc, tout ça pour vous dire que quand on raconte dans les livres qu'on est passé d'une procédure accusatoire stricto sensu à une procédure inquisitoire stricto sensu, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, des trous. Je dirais pas une progression. Il y a comment dire, des brèches dans lesquelles des modes de résolution traditionnels subsistent pour des cas particuliers. Voilà. Alors, bon, ça ne s'apparente pas à la vengeance. Hein.
Ça ne s'apparente pas à la vengeance. Hein. Attention, hein. La peine de mort, comme le duel judiciaire, comme toutes les preuves judiciaires, ne sont pas de la vengeance. Non, non. J'essaie de démontrer, moi, justement, dans mon livre, que la vengeance, ça n'a rien à voir et que la peine de mort s'apparente plutôt au lynchage qu'à la vengeance. Hein. Il faut que la population soit d'accord hein, pour entraîner à la mort. Hein. Comme ils sont présents tout le temps, il faut que ça se passe en public, etc. Il faut entraîner le... Voilà. Donc on est dans un monde où extrêmement... La justice est très complexe, très difficile à expliquer. Hein. Parce que forcément, demain, je vais ouvrir une autre archive et je vais trouver un trou, justement. Un retour en arrière, vous voyez? En arrière, je ne sais pas si c'est en arrière, mais une autre façon de procéder. Merci beaucoup de cette question qui est effectivement... Alors, je vais vous répondre tout de suite, non. Non, globalement, non. Globalement, non. Et il y a même très peu d'ordonnances pénales. Très peu d'ordonnances pénales. Il y en a une sur le blasphème, il y en a une sur le duel judiciaire, vous voyez avec quel effet. Hein. Il y en a sur... j'ai dit blasphème, hein, j'en ai parlé, oui. Le blasphème et le duel judiciaire. Le port d'armes aussi, qui est prohibé. Voilà les grandes ordonnances pénales. Alors elles peuvent être répétées, mais c'est sur ces trois thèmes grosso modo. Le code pénal n'existe pas. C'est une invention napoléonienne. Hein oui. Donc auparavant, vous avez quoi? Vous avez vous avez le droit romain avec le code Justinien, qui est utilisé, alors ça c'est un code pénal, effectivement, mais qui n'est pas appliqué en France à la lettre. Autrement dit, les juges ne jugent pas en regardant dans leur code justinien ce qu'il faut faire. Vous voyez? Bon, mais le code justinien, et en particulier le digeste, sont connus, utilisés par les juges. Sous couvert de droit coutumier, souvent. Puisque, en France, la coutume passe droit. Hein. Alors, vous avez donc le code justinien, dont le digeste, et puis vous avez, en droit canonique, le décret de Gratien et les décrétales, qui servent de base à la justice, en particulier ecclésiastique, mais pas seulement. Les juges du Parlement sont formés en droit romain et en droit pénal, en droit canonique, le plus souvent dans les deux droits, hein, in utroque, comme disent les textes. Et puis vous avez, à partir du XIIIe siècle, la rédaction de coutumiers. Par exemple, Philippe de Beaumanoir, les coutumes de Beauvaisis, on est en 1285 à peu près. Auparavant, Jean de Fontaine, Pierre de Fontaine, le conseil à un ami. Puis, à la fin du XIVe siècle, Boutillier, le somme rurale, etc. Vous avez d'autres, donc vous avez des grands coutumiers de France, etc. Qui sont d'ailleurs construits très souvent sur le modèle du digeste, mais qui racontent les coutumes telles qu'elles se définissent, essentiellement dans le nord du royaume, mais pas seulement. Car on n'a pas imaginé un nord du royaume coutumier et un sud droit romain. Hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Hein. Le droit romain infuse le nord et le sud connaît le droit coutumier. Voilà de quoi on dispose. Et si vous regardez tout cela, c'est la théorie. Et cette théorie, elle est draconienne. Si tu as volé, ou si tu as meurtri, tu seras traîné et pendu. Si tu as volé, tu seras pendu. Si tu es un faux monnayeur, tu seras bouilli. Si tu es une sorcière ou un sorcier, tu seras brûlé, etc. Vous voyez? Cette adéquation entre le chef d'accusation et la peine, non, je ne trouve pas, moi. Je suis désolé, hein. Je ne trouve pas. Alors, est-ce que c'est défaillir par rapport à la théorie? Non. Ça veut dire que la pratique, je le dis et répété, c'est une négociation constante, et que par conséquent, en dehors de principes, monsieur, qui circulent, et qui sont très importants, il importe que tous les crimes soient punis, ou qu'aucun crime ne reste impuni. Droit romain.
il faut punir pour l'exemple. Droit romain. Ça circule comme des adages. Mais les adages ne font pas la justice. Et il faut rendre à chacun son droit. Les adages ne font pas la justice. J'ai essayé de vous le montrer. C'est bien plus compliqué parce que on agit au cas par cas. Alors, comment dire, on l'a vu avec Blanche d'Auverbreux, quoi. C'est un exemple que je trouve absolument extraordinaire. Hein. C'est un exemple extraordinaire, qui d'ailleurs se termine par un échec de la justice. Car elle obtient bien sa lettre de rémission, qu'elle paye à prix d'or. Mais, ça se termine comment? Par une vengeance. Pierre de Louvain échappe une première fois à un attentat à Bordeaux. Vous savez, Pierre de Louvain, c'est celui qui a reconquis avec Charles VII la Normandie. C'est un très grand capitaine. Hein. Donc, il échappe à un attentat à Bordeaux au moment où les troupes royales sont à Bordeaux. Hein. On est près donc de la fin de la guerre de 100 ans. Et puis un jour, dans la forêt de Compiègne, les Flair-Flavy, eux-mêmes, sont là et le tuent. Et degré extrême de la cruauté, ça va me conforter dans notre image du Moyen-Âge, il lui crève les yeux. C'est la vengeance qui a pris le pas sur la justice, mais parce que la justice a failli, au bout du compte. Parce que justement, la justice est trop négociée. Et que finalement, la paix l'a emporté sur la vérité du cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Donc, pas de code, mais des codes, je dirais. Pas de code, mais des codes. Vous voyez ? Alors, oui, vous avez. Il y a une hiérarchie qui se définit. Alors, dire que c'est une. Oui, je dirais que c'est une définition qui tempère un peu, si vous voulez, le côté individuel que j'ai mis en avant, en disant, voilà, quand vous êtes un peu riche et quand vous êtes un homme d'honneur, vous n'avez pas beaucoup de chance d'être terminé au gibet. Mais il y a des types de crimes qui, effectivement, au cours du Moyen-Âge, sont déclarés irrémissibles. Ce sont les crimes qu'on appelle énormes. Crimes énormes, qui se forment le sommet, si vous voulez. Et cette expression, je la vois apparaître au Parlement de Paris au XIVe et XVe siècle. Les crimes irrémissibles, donc qui ne peuvent pas être remis par une lettre de rémission, sont contestés au Parlement. Justement, le cas de Blanche d'Auverbreux vous le montre. C'est quand même un crime de lèse-majesté qu'elle a commis. Normalement, il n'aurait pas dû être remis. C'est un crime énorme. On définit ces crimes, mais ça ne veut pas dire que le procès ne se termine pas par une sentence interlocutoire, et non pas par une sentence définitive. Parce qu'il y a toujours la négociation possible, même pour les crimes énormes. Moyennant quoi, le crime irrémissible devient de plus en plus clairement irrémissible au cours du XVe siècle surtout. Donc on peut parler d'une progression. Ce qui fait que on tient davantage compte désormais de ce qu'on appelle en termes pédants la fama facti, c'est-à-dire la renommée du fait, plutôt que de la fama personae, la renommée de la personne. Si une personne de renommée a commis un crime horrible, elle peut être pendue, ou elle peut être décapitée si c'est un crime de lèse-majesté. C'est possible. Donc on a quand même une progression, si vous voulez, de la fama facti. Et ça c'est très important pour contrebalancer la fama personae. Mais attention, c'est un film. C'est un film. Et la personne du coupable l'emporte. La renommée du coupable l'emporte toujours. Un homme d'honneur a très peu de chances d'être poursuivi. Et je me souviens de cette, je vais vous citer l'exemple de cette justice seigneuriale de Bressuire. On est dans le Poitou.
justice seigneuriale du XVe siècle, il doit y avoir 2 ou 3 condamnations à mort sur le XVe siècle. Et ils ont mis le paquet, c'est-à-dire qu'il y en a un, vraiment, c'était un crime grave. Il avait tué sa femme, enfin bon, bref, après adultère prouvé, enfin bon. Et puis les autres, c'était des hommes d'armes. Donc voilà. Donc 3 condamnations à mort, pas grand-chose quand même, pour un siècle. Et il y a une enquête qui est faite à un moment parce qu'il y a eu un crime qui s'est produit, et c'était un enfant d'ailleurs qui était victime. Normalement, ça coûte très cher, hein, ça, parce que l'enfant est sacré. Hein. Eh bien, le texte dit, bah, il y a des gens qui sont suspectés, 4 ou 5 personnes suspectées. Mais non, on ne va pas les accuser parce que ce sont des hommes et des femmes d'honneur. Joli. Et on n'a pas été plus loin. Ils étaient peut-être coupables. Pour l'interrogation. En revanche, j'ai le cas alors à Montfort-l'Amaury de 2 lépreux qui sont accusés d'un vol, donc qui n'ont à mon avis pas vraiment commis, et on est persuadé que ce sont eux parce que quand on est en 1484 ou quelque chose comme ça, donc à la fin du XVe siècle, parce que quand ils se sont approchés du cadavre de celui qui a été tué, son sang s'était mis à bouillir. C'est ce qu'on appelle l'ordalie à la bière, donc une preuve dite irrationnelle. Et on n'a pas cherché plus loin. Ces lépreux sont des marginaux. Ils n'ont personne pour les venger. Ils sont au banc de la société, même s'ils sont très bien intégrés dans la société, parce qu'on les connaît, on leur donne des aumônes, etc. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a une mère qui avait une certaine fortune. Elle fait appel au Parlement après la mort de son fils, tout simplement parce les biens ont été confisqués, donc elle veut récupérer les biens, et finalement elle est déboutée. Voilà.